Il sort de 17 ans de prison, il n'a pas envie d'y retourner. Va falloir que quelqu'un intervienne, mais en fait c'est nous qui allons intervenir. On n'est jamais prêt, mais faut assurer. Police, le podcast, revient pour une deuxième saison. On les a aidés à être connus en tant que victimes, et ça c'est super important. Je me suis dit, c'est pour ça que je suis devenue policière. Des flics vous racontent leurs histoires marquantes. Des années après, je me souviens de tout. Des lieux, des odeurs, des visages. Des affaires dont ils gardent en mémoire les moindres détails. Dans la vie d'un policier, il y a beaucoup de travail, mais il y a un peu de chance aussi quand même. Police, le podcast. À l'occasion des 50 ans de l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels, nous rencontrons des hommes et des femmes qui enquêtent sur le patrimoine. Aujourd'hui, Amandine nous embarque à la poursuite de l'Arsène Lupin ukrainien. L'homme, en plein jour et à coups de cutter, a réussi à dérober un chef-d'œuvre du pointillisme sans être inquiété. Ce dossier-là, il débute en mai 2018. Il y a eu un vol d'un tableau de maître, donc en l'occurrence Paul Signac. Tout le monde a déjà entendu parler de la légende d'Arsène Lupin, gentleman cambrioleur. C'est le port de La Rochelle, qui avait été volé au musée des Beaux-Arts de Nancy. Cette toile de maître avait été découpée au cutter et enroulée en fait pour être dissimulée dans la manche d'un manteau, quoi, basiquement. Et c'est vrai qu'à l'époque, ça avait été quand même assez rocambolesque. Et malheureusement, les collègues qui étaient sur place, donc la PJ de Nancy, avaient pas pu remonter les auteurs des faits. Et ce dossier-là avait été classé. Un an après, en avril 2019, il y a eu un rebondissement. Ce tableau a été retrouvé chez un individu en Ukraine. C'est improbable. Cet individu-là, en fait, a été arrêté pour meurtre là-bas dans son pays. Et lors de la perquisition par la police ukrainienne, il découvre que cet individu a plein de tableaux en fait chez lui et ce tableau volé à Nancy. Et donc là, forcément, une enquête s'ouvre en France. Et donc là, on reprend tout depuis le début, quoi. L'OCBC est alors saisi de l'enquête, qui connaît dans le même temps une avancée majeure. Parallèlement, notre enquête rebondit également en Europe, notamment en Autriche, par le vol d'un tableau de Renoir dans un musée autrichien, commis par 3 individus, dont l'un des 3 se trouve être notre individu ukrainien qui possédait le tableau de Paul Signac. Notre individu ukrainien, du coup, lui, il purge sa peine en Ukraine pour meurtre. Et ses 2 autres complices, notamment un, Uzva, en fait, lui se fait arrêter aux Pays-Bas, extradé en Autriche. Du coup, il est jugé pour les faits autrichiens qu'il a commis, pareil, en 2018. Et ensuite, il se fait extrader en France. Donc, il arrive chez nous en juin 2020. Et du coup, moi, mon travail a consisté, en fait, à remonter les faits commis en France. Amandine commence un travail de fourmi pour retrouver l'ensemble des faits perpétrés par la bande sur le territoire. Rapidement, grâce aux caméras de surveillance, elle identifie 2 vols commis dans des maisons de vente à Paris et Saint-Germain-en-Laye. Un mode opératoire semble se dessiner. Mon travail et le travail aussi de la documentation opérationnelle a consisté, avec ce mode opératoire, à vérifier tous les faits commis sur le territoire français entre 2017 et 2018, puisqu'il se fait arrêter fin 2018 aux Pays-Bas. Et bizarrement, il n'y a plus rien qui se passe en France. C'est-à-dire qu'en fait, on va donner nos critères de recherche donc à nos collègues de la documentation opérationnelle en leur disant voilà, j'aimerais que vous recherchiez donc dans les fichiers, donc dans tout ce qui va être dépôt de plainte ou enquête en cours, des vols de tableaux, soit une toile découpée au cutter, comme ce fut le cas pour le tableau de Paul Signac à Nancy, soit des vols d'objets d'art directement en maison de vente ou directement chez des antiquaires. Ce fameux Uzva, il a 2 façons de procéder. En 2017, il est en couple avec une femme. En fait, ils se prennent pas la tête. Un objet leur plaît, il l'arrache du mur, il le détache, il le met dans le sac, basique. Ou alors, quand il est avec ses complices, les 2 autres hommes, dont celui qui est incarcéré en Ukraine, il découpe au cutter. On a quand même en toile de fond l'Europe de l'Est, parce qu'on a aussi des objets, notamment, je pense, au vol de Drouot, où c'est un livre, en fait, écrit en cyrillique. Et on a aussi 2 objets avec ce qu'on appelle des icônes orthodoxes. Donc voilà, on a quand même en toile de fond un peu ce milieu-là, ces origines-là. Grâce à ce mode opératoire-là, ce signalement, on identifie 5 faits qui seraient commis par lui et ses complices. L'arrestation du principal suspect aux Pays-Bas a permis aux policiers de récupérer son portable.
Amandine essaie donc de faire parler ce téléphone. L'objectif, retracer les trajets de la bande en France. Ça nécessite en fait, on va dire, des techniques d'enquête particulières pour justement retrouver si la ligne elle a géolocalisé en France et si c'est le cas, où exactement. Et après, il y avait une grosse partie aussi sur la logistique de ces gens-là. Où ils ont dormi, comment ils sont arrivés en France, est-ce qu'ils ont pris la voiture, est-ce qu'ils ont pris l'avion. Après, comment ils se sont déplacés, en train, en voiture, enfin voilà. Il y avait tous ces faits-là à remonter, en sachant que ces individus-là étaient complètement inconnus sur le territoire. C'est-à-dire qu'ils n'avaient jamais demandé de titre de séjour, ils n'avaient aucune trace administrative via, je sais pas moi, les impôts, enfin voilà. Administrativement, sur le sol français, ils n'existaient pas. Donc il a fallu les rechercher comme des touristes lambda, en fait. Au lieu de partir en vacances et d'aller visiter un musée, eux, du coup, ils repartaient avec un souvenir. Il a fallu que je fasse ce qu'on appelle des réquisitions judiciaires, notamment à tous les loueurs de véhicules, en mettant bien mes périodes, 2017, 2018. Grâce aux véhicules, j'avais les périodes où je me disais, s'il a loué de telle date à telle date, donc après, je pouvais remonter les avions plus ou moins à un jour près. Il arrivait, il repartait. Et après, voilà, il y a eu un gros travail aussi de coopération internationale avec l'Ukraine, où on leur demandait en fait de nous fournir toutes les entrées et les sorties de territoire. Donc ça nous permettait aussi d'avoir une visibilité sur leurs allées et venues en France, ou en tout cas leur sortie d'Ukraine. Le parcours des mises en cause se précise, Amandine arrive à détailler leur emploi du temps et à prouver qu'ils étaient bien sur place au moment des vols. L'enquête a pu déterminer qu'ils avaient loué des hôtels à proximité de Nancy. 1 mois ou 2 mois avant, ils étaient venus en repérage. Ils avaient pris des entrées au musée et du coup, ils avaient regardé où se situaient les vidéos de surveillance. Ils avaient pu se dire quel tableau, angle mort, etc. Et Paul Signac, malheureusement, faisait partie des tableaux angle mort de vidéos de surveillance. En parallèle, la juge d'instruction et l'officier d'Amandine partent en Ukraine pour interroger le complice chez lequel le tableau a été retrouvé. Ils en apprennent encore un peu plus sur le mode opératoire. Celui qui est incarcéré en Ukraine nous a expliqué comment il avait procédé, que ses complices faisaient le guet pendant que lui découpait, et après il allait se planquer, il nous a expliqué, dans la sortie de secours pour essayer de mettre ça dans son manteau tant bien que mal. Enfin, mais vraiment, quand vous lisez son audition, c'était ubuesque. Parce qu'on se dit, mais ça ressemble en rien à un truc hyper carré, hyper propre. Enfin, c'était vraiment... Ils ont fait comme ils ont pu, un peu à l'arrache, entre guillemets. Enfin, c'est assez dingue quand vous pensez que le tableau de Paul Signac, il vaut plus d'1 million d'euros, entre 1,2 million et 1,5 million d'évalué, quoi. Donc après, ils repartaient en avion. Alors, ça, on ne saura jamais véritablement s'ils sortaient les œuvres directement dans leur valise, en soute ou bagage à main. Ou alors, est-ce qu'ils repartaient en voiture ou, je ne sais pas, est-ce qu'ils prenaient un car, un bus. Mais en tout cas, la certitude, c'est que Ouzva, lui, il avait beaucoup d'allers-retours à Moscou. Donc, on en a déduit qu'il vendait tout là-bas, au marché noir. On a intercepté des conversations, justement, ces textos notamment, avec un marchand d'art en Russie pour des tableaux qui revendaient, mais 10 fois moins. Pour un tableau de 100 000, il leur vendait 10 000. Notre travail aussi d'enquêteur, c'était de recouper la logistique, donc la location de véhicules. Donc ça, voilà, on avait tous les véhicules qu'il avait pu louer sur 2017-2018. On avait également tous les hôtels qu'il a pu louer. Donc ça, c'est pareil, la coopération avec l'international. Donc en l'occurrence, là, c'était Booking. Donc il a fallu faire une demande d'entraide internationale avec les Pays-Bas, pour que Booking nous donne la liste complète de toutes les locations faites par nos malfaiteurs. Et après, les policiers du 78, de la PJ de 78, avaient eu la bonne idée en fait de récupérer les bandes des vidéos de surveillance de la ville au moment du vol. Et moi, derrière, quand je les ai exploitées, bingo, je vois la voiture de location d'Ouzva qui passe pile au moment des faits. Donc voilà, on a aussi des éléments matériels concrets qui placent les malfaiteurs au moment des faits. L'enquête, donc elle ouvre en avril 2019, donc avec l'arrestation de l'Ukrainien là, pour meurtre et la découverte du tableau de Signac. Donc en avril 2019, on est saisi. Et moi, je rends le dossier en mai 2021, donc pile 2 ans. Ça prend 2 ans, avec tout ce que ça implique, de recherche, de coopération, d'audition.
c'est quand même pas commun qu'on puisse vraiment identifier chaque individu, quel rôle il a joué, qu'on puisse vraiment démontrer j'ai envie de dire la bande, l'organisation, la pyramide et le rôle de chacun. J'ai vraiment aimé ce dossier-là aussi, avec cette dimension vraiment de pouvoir recouper les faits, d'élargir en fait sur tout le territoire et rechercher tout ce qu'ils avaient pu commettre, parce qu'on savait que c'était pas juste du one shot. Eux, à chaque fois qu'ils venaient en France, on savait que c'était pour voler. Et du coup, c'était ça qui était hyper intéressant, c'est de pouvoir justement gratter, remonter, recouper et derrière pouvoir identifier en fait des faits, identifier des voleurs, avec malheureusement la frustration de ne pas avoir retrouvé les objets. On n'a retrouvé que le tableau de Paul Signac, c'était plus cher. Mais bon, peu importe. Toujours est-il que voilà, les autres tableaux, ils resteront, j'ai envie de dire, dans la nature. Il y a aussi cette envie, quand on travaille sur des objets, de pouvoir les retrouver et de les restituer justement à leur légitime propriétaire. Ça aussi, ça fait partie du job, c'est-à-dire au-delà d'arrêter des gens, c'est aussi de pouvoir retrouver les objets. C'est une joie, c'est une satisfaction, et puis voilà, on est fiers aussi de se dire qu'on a contribué à rendre un objet à son légitime propriétaire, que ce soit une institution comme le musée, ou que ce soit en particulier. Là, je pense à un autre dossier aussi où le monsieur s'était fait cambrioler de 2 toiles qui étaient dans sa famille depuis X années, et voilà, à la fin, on a pu lui rendre au bout d'1 an et demi, et voilà, il y a de l'émotion, quoi, et ça aussi, ça fait partie du job, et c'est agréable aussi quand on peut donner de la joie aux gens, quoi. Police, le podcast, une émission à retrouver sur l'ensemble des plateformes de diffusion.